Merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. La CEDEAO face au défi de la reconstitution des ensembles, c'est notre débat de ce soir avec Alioune Tine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, fondateur de l'Africadium Center. Vous venez de clôturer à Dakar la conférence régionale des 50 ans de la CEDEAO sous le thème fort et évocateur, changer ou périr. Vous affirmez avec force qu'à l'heure des nouvelles géopolitiques, l'Afrique de l'Ouest ne peut plus se contenter de suivre. Elle doit prendre pleinement sa place, imposer ses choix et défendre ses intérêts avec force et cohérence. Avec nous, Gilles Yabi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, fondateur et directeur exécutif de Wati. Vous êtes une référence dans l'analyse des dynamiques ouest-africaines. Pour vous, le départ des trois pays de l'AES assombrit la célébration des 50 ans. On va en parler. Nous parlerons des défis rudes et constants dont a parlé le Nigérian Bola Tinubu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Alioune Tine, le Sierra-Léonais Julius Maada Bio a été élu président de la CEDEAO à l'issue donc de cette 67e session ordinaire. Or, le président Bassirou Diomaye Faye était fortement pressenti et contrairement aux habitudes, cette fois nous avons deux présidents anglophones. Comment analysez-vous cette situation? Écoutez, avec ce qui se passe, c'est très difficile de mon point de vue de dire ce qui s'est passé à huis clos entre les présidents qui étaient là. Mais on peut deviner un certain nombre de choses. Vous savez, des fois quand vous avez des difficultés internes, vous pouvez avoir besoin de la CEDEAO. Des difficultés internes. Et effectivement, ça permet un tout petit peu aussi, si vous voulez, de vous rehausser, la CEDEAO, comme l'Union africaine, et puis, comme on dit, d'investir dans la politique extérieure. Ça peut arriver. Moi je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je sais qu'il y a des présidents, on le sait, il y a beaucoup de présidents aujourd'hui, si vous regardez du côté de la Guinée-Bissau, c'est un peu le cas, et vous investissez beaucoup à l'extérieur, un tout petit peu pour cacher les difficultés intérieures. Et certainement, vous comptez là-dessus pour régler les problèmes. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, je ne sais pas, je peux pas le dire. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut que les autorités travaillent avec les organisations de la société civile qui ont toujours travaillé avec la CEDEAO, qui ont toujours été au sommet de la CEDEAO. Et je pense qu'il ne faut absolument pas négliger ce qu'on peut appeler la soft power, que ça vienne de la société civile ou des médias. Ça, c'est important. Et c'est extrêmement important. Gilles Yabi, finalement, c'est Julius Maada Bio qui est donc le nouveau président, qui succède à Bola Tinubu. Diomaye Faye a été pressenti. Certains y voient un camouflet diplomatique. Qu'en pensez-vous? À nouveau, bonsoir et ravi d'être avec vous et d'être sur ce plateau avec mon aîné et doyen Alioune Tine. Alors, je dois d'abord dire que l'hypothèse que Alioune Tine vient d'évoquer, c'est une hypothèse à laquelle je n'avais pas pensé. Je pense qu'elle est tout à fait intéressante. Effectivement, en Sierra Leone, il y a des problèmes politiques récents, importants. Et on a effectivement vu beaucoup de chefs d'État se saisir, disons, de l'opportunité de présider la CEDEAO pour se protéger d'une certaine manière par rapport effectivement aux tensions internes et à des reproches qu'on peut leur faire sur le plan de la gouvernance politique chez eux. Et c'est vrai qu'effectivement, on peut penser que en Guinée-Bissau, le président Balo, qui a dirigé également la CEDEAO il y a quelques années, cela effectivement a permis de rehausser son image, ou en tout cas de construire une image à l'international. Donc je crois que c'est probablement un élément important. Après, ce que j'ai aussi entendu, qui est peut-être un peu plus prosaïque, c'est que
le président sierra-léonais, qui est dans son deuxième mandat, et estimait qu'il n'aura plus vraiment l'opportunité d'être président en exercice de la CEDEAO. Oui. Et apparemment, il aurait déjà fait acte de candidature au cours des dernières années. Et donc, c'est un peu sa dernière chance de présider cette organisation régionale. Et de l'autre côté, le président sénégalais vient à peine de terminer une première année d'un premier mandat. Et on peut penser que même au cours de son mandat actuel, il aura tout à fait la possibilité d'être président en exercice de la CEDEAO, puisqu'il s'agit d'une présidence tournante d'un an seulement. Oui. Donc je crois aussi que c'est une hypothèse qui est tout à fait crédible et tout à fait acceptable. Même si, contrairement aux habitudes, c'est deux anglophones qui se succèdent. Ou bien ça, c'est anecdotique. En fait, c'est pas seulement anecdotique, mais je pense que c'est dommage qu'on lise encore ce qui se passe au niveau du leadership de la région en termes d'anglophones, de francophones, de lusophones. Toute la valeur de l'organisation régionale qu'est la CEDEAO, c'est précisément d'être une organisation qui déconstruit d'une certaine manière les héritages coloniaux. Exactement. Et donc, c'est pas une organisation de pays francophones, juste apposée à une organisation de pays anglophones et lusophones. C'est une organisation ouest-africaine. Et je crois qu'à nouveau, on peut avoir deux chefs d'État de pays anglophones qui se succèdent, on peut avoir deux lusophones qui se succèdent. Ce qui est important, à nouveau, c'est que l'organisation soit bien gouvernée au niveau de la conférence des chefs d'État. Et je crois qu'à nouveau, ces lectures un peu en termes d'anglophones, francophones, de sous-blocs, en fait, ça traduit, je pense, encore une incompréhension de ce que c'est que de se projeter collectivement avec une organisation régionale. Alors, Julius Madabio, donc, qui a déclaré, je cite, « Je suis désireux de renforcer notre collaboration et de travailler ensemble pour une sous-région prospère et florissante qui nous profite à tous ». Quelle devrait être sa mission principale, selon vous, à Luntine? De mon point de vue, sa mission, c'est en réalité de se pencher sur quelles sont les faiblesses, les failles. Je pense qu'il faut tirer les leçons du départ des trois pays, en réalité qui représentent presque 60% de la superficie. C'est énorme. Et voir comment il faut faire pour, dans le domaine de l'intégration économique et monétaire, impliquer les acteurs qu'on a tenus un peu à l'écart. Ça, c'est le problème. D'abord, le secteur privé. Comment ils peuvent être ensemble dans la sous-région. Vraiment, dans les ateliers que nous avons eus, on a eu des exemples très concrets. On a dit, écoutez, si vous voulez faire une raffinerie d'or, notre sous-région est la sous-région qui produit le plus d'or au monde. Genre, ils vont à Dubaï, ils ne savent pas que c'est l'or de l'Afrique de l'Ouest. Ils disent, l'or de Dubaï, ça vient de l'Afrique de l'Ouest, ça doit venir du Mali, du Burkina. Maintenant, s'ils se mettent ensemble pour avoir une raffinerie d'or, s'ils se mettent ensemble pour avoir une raffinerie de pétrole, s'ils se mettent ensemble pour créer ce que Atepa appelle la route de l'acier et du fer, avec la bauxite qu'on a en Guinée, qu'on a en Sierra Leone, et puis nous on a du gaz, on a du fer, etc. Je pense que construire, intégrer l'économie, surtout maintenant qu'on a aussi la ZLECAf, ça, c'est extraordinaire. Donc, je pense que concrètement, l'économie, le social et ensuite les institutions. Et la sécurité. La sécurité. La sécurité qui est le premier élément et la conférence. C'est le number one. Absolument. On prend note d'ailleurs du vieux différend frontalier de Yenga entre la Sierra Leone d'ailleurs et la Guinée, ce village stratégique riche en minerais et qui est revendiqué par les deux pays. Le président sierra-léonais donnerait un signal fort en créant, en trouvant une solution définitive à ce vieux conflit. Giliabi. Oui, alors il y a de conflits un peu de ce type. Il y en a un qui est encore pas mal dans la région. Mais surtout, cela souligne à nouveau l'importance de préserver la CEDEAO parce que, à nouveau, dans le grand débat sur les pays de l'AES, sur le terrorisme, etc., les critiques très nombreuses sur la CEDEAO, je pense qu'on oublie souvent que même si l'organisation a été créée avec cette vocation de coopération et d'intégration économique, très vite, en fait, on a eu des premiers accords de défense pour s'assurer justement qu'on n'ait plus de conflits
entre États dans cette région. En fait, lorsqu'on ne voit pas quelque chose, on ne sait pas toujours que c'est le résultat d'une action. Absolument. Et la création de la CEDEAO en 1975, en fait, a permis au fil du temps de faire en sorte que des gens se connaissent déjà, des voisins et d'autres dans le même espace se connaissent. Et lorsqu'on se connaît mieux, qu'on se rencontre chaque année plusieurs fois au niveau des chefs d'État, mais aussi au niveau des ministres, au niveau des chefs d'état-major, etc., vous créez une atmosphère qui rend beaucoup plus difficile des conflits armés entre États. Et on a eu essentiellement ensuite des conflits au sein des États. Et là aussi, la CEDEAO a d'ailleurs joué un rôle absolument essentiel pour amener la paix en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée. Et malheureusement, une grande partie de notre population, puisqu'elle est très jeune, et aussi parce que nos systèmes éducatifs, je crois, ne font pas le travail historique. Une partie des jeunes qui critiquent souvent en connaissant très mal la CEDEAO et son histoire, ne se rendent pas compte de tout ce que cette organisation a pu faire en termes de création d'un espace de paix et de sécurité. Régler ce conflit, je reviens à ma question, parce que ce serait symbolique, sous sa présidence, de régler ce conflit qui date de très longtemps. Oui, ce serait symbolique, mais à nouveau, c'est pas non plus l'enjeu sécuritaire le plus important, même pour ces pays-là en ce moment. En réalité, les enjeux sont politiques pour la Sierra Leone et pour la Guinée d'ailleurs aussi. Et à nouveau, la situation régionale est vraiment très difficile sur le plan sécuritaire d'abord et sur le plan politique. Aujourd'hui, on a un véritable défi de paix, de sécurité et de liberté dans la région. Absolument. Au plan sécuritaire, Alioune Tine, la CEDEAO condamne donc, peut-on lire dans le communiqué final, les récentes attaques terroristes au Bénin, au Togo, ainsi que les menaces persistantes qui pèsent sur les pays côtiers. La conférence exprime sa préoccupation face à la lenteur de la mise en place de la force en attente et demande que des mesures décisives soient prises. Les ministères des Finances, d'ailleurs, vont se réunir prochainement. Quand on voit la difficulté que nos États ont à mobiliser finalement les ressources, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre, est-ce que c'était pas quand même une erreur? Alors c'est pas la CEDEAO qui a pris la décision de chasser la MINUSMA, mais est-ce que ce n'est pas quand même une erreur de se séparer de ces missions de maintien de la paix dans cette région? Moi j'étais bien là pendant la période de la MINUSMA. Je peux dire que la MINUSMA a été très utile. Même j'ai dit, mais attendez, si la MINUSMA part, vous allez remplacer la MINUSMA par quoi? Absolument. Et la MINUSMA, fondamentalement, en majorité, c'était les soldats de la sous-région. Donc, il y a des 1500 Sénégalais, par exemple. Oui, les Sénégalais, il y a la police surtout. Voilà. Et en réalité, depuis que la MINUSMA est partie, il y a des problèmes. Mais il faut repenser les missions de paix quand vous avez des conflits armés comme ça. Ah oui, parce qu'il y a des limites objectives. Il y a des moments où, quand vous avez des conflits de cette nature, il faut voir comment aller un peu plus loin. Et je me rappelle bien, la plupart des chefs d'État, lors du forum de Dakar, ils disaient tout le temps, il faut muscler. J'ai entendu Macky Sall dire ça. Demander un mandat robuste. J'ai entendu Bazoum. Parce que, en réalité, nos forces n'avaient pas tous les moyens. Et là aussi, il faut le dire, tirer les leçons aussi. En réalité, on a pensé qu'il n'y a que les armes pour régler le problème. Ça, c'est un. Et de deux, en même temps, la MINUSMA et l'Union européenne ne donnaient pas d'armes létales au pays. Je pense que ça, ils en ont fait aussi c'est une mission de maintien de la paix. Mais, en dernière instance, c'est aux Africains eux-mêmes de pouvoir analyser la situation en se disant qu'en réalité, faire de la question de la sécurité une question de souveraineté nationale et donner une réponse nationale à une crise régionale, ça ne marche pas. Et depuis le début, on le fait. Depuis le début, il essaye, c'est vrai, pas seul. Le G5, bon, c'est venu d'ailleurs. Et quand le G5 était là, moi je disais attention. Le G5 Sahel. Sahel, oui, le G5 Sahel. Mais aujourd'hui, il est extrêmement urgent pour les chefs d'État et de gouvernement de mettre en place
la force d'attente, d'autant de mettre les moyens. Oui, d'autant plus que depuis le départ de la MINUSMA, on ne peut pas dire que la situation sécuritaire a positivement évolué, Gilliatt. Non, on peut pas le dire. Hein. La situation reste très préoccupante au Mali. L'extension des zones d'insécurité se poursuit. Oui. Mais je crois qu'il faut rappeler peut-être 2 ou 3 choses. La première, par rapport au Mali en particulier, c'est que les soldats de la région, des pays de la CEDEAO, étaient les premiers en fait sur le terrain, avant même la force française. Beaucoup l'oublient. Ils sont venus dans des conditions très difficiles, compte tenu effectivement de la maigreur des moyens logistiques dont disposent les armées de la région. Certaines sont venues par la route notamment. Et donc, quand j'entends aussi que la CEDEAO n'a jamais rien fait, que les pays de la CEDEAO n'ont jamais rien fait en termes de solidarité pour les pays du Sahel, et en particulier le Mali, factuellement, c'est faux. Effectivement, on peut le dire. Le deuxième élément, c'est que dès le début aussi au Mali, il y a eu une grande discussion pour savoir est-ce qu'il fallait une mission de maintien de la paix. En fait, ce qui était prévu, c'était une force de l'Union africaine, avec une force africaine, avec des moyens, effectivement, qui viendraient de tous les pays des Nations Unies, des contributions volontaires, mais avec un mandat, effectivement, qui aurait été un mandat plus offensif, plus robuste. Le compromis qui a été trouvé, poussé par les acteurs les plus influents, y compris la France, c'était d'avoir au fond une force française qui jouait le rôle en réalité de force offensive, antiterroriste, et d'avoir une mission de maintien de la paix des Nations Unies avec un mandat assez classique de mission de maintien de la paix. Mais on sait très bien, ceux qui connaissent les missions de maintien de la paix savent très bien que cela ne permet pas de lutter contre des groupes armés, notamment terroristes. Qui font la guerre. Oui, exactement. C'est ça. Mais par contre, la valeur d'une mission de maintien de la paix comme la MINUSMA, malgré toutes les limites à son efficacité, c'est quand même, ça permet d'occuper le terrain. Ça permet d'être plus présent sur un territoire malien. Et d'avoir une présence relativement dissuasive. Oui, alors, à nouveau, même si elle n'est pas complètement efficace, que souvent, eux-mêmes doivent se protéger et donc ne sortent pas toujours de leur camp, mais enfin, ça permet, notamment lorsque vous avez, par exemple, la reprise d'une ville, vous avez des soldats qui sont capables au moins d'être présents. Mais lorsque vous n'avez pas les effectifs, vous ne les avez pas. Donc aujourd'hui, on a l'armée malienne, certes renforcée, on a les Russes qui sont sur le terrain, mais en fait, ça permet des victoires, ça permet des... remplace donc la milice. Oui, mais en fait, fondamentalement, ça ne change pas beaucoup de choses. Pas grand-chose. Voilà, ce sont des Russes qui sont sur le terrain. Maintenant, c'est clairement plutôt, disons, l'armée russe, puisque Africa Corps est intégré dans l'armée russe, formellement. Mais concrètement, on voit bien que ça permet des actions offensives contre les groupes armés, mais ça ne permet pas de créer les conditions pour un retour à la paix, à la sécurité, ce qui est différent en réalité de lutter contre le terrorisme. À la veille de ce sommet, il y a un aspect social de la MINUSMA. Je pense que c'était le premier employeur du pays. Aussi, c'est extrêmement important. À la veille de ce sommet, Alioune Tine, Bola Tinubu a organisé une rencontre économique des pays de la sous-région, invitant les États de l'AES qui ont décliné. Ma question, c'est les appels au dialogue et à la flexibilité lancés par la CEDEAO ouvrent-ils réellement la voie à un retour de ces pays au sein de l'organisation, ou s'agit-il franchement d'une façade diplomatique? Ou bien vous n'y croyez plus à ce retour? Écoutez, il y a 2 choses. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Oui. CEDEAO, AOS. Géographiquement déjà. Géographiquement. Mais également, il y a une donnée géopolitique qui est là. C'est une donnée géopolitique qui est là. Et je pense que on ne peut pas réunir les deux en faisant fi de la donnée géopolitique. Il y a la Russie qui est là. Voilà, qui est, comme on dit, qui est là comme un allié objectif. Et en face, il y a la France. Et effectivement, c'est un antagonisme réel. Vous mettez la Russie en face de la France. Mais c'est une guerre communicationnelle qui a eu pendant toute cette période et qui a abouti là où ça a abouti. Maintenant, à partir du moment où la CEDEAO a reconnu l'existence de l'AOS en tant qu'AOS, maintenant, il négocie. Maintenant, c'est petit à petit. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, et peut-être qu'il y aura des problèmes. Mais il me semble qu'il y a un problème géopolitique qui est là, de partenariat sécuritaire qui est là, qui n'est pas résolu. Or, il me semble qu'aujourd'hui, que la solution
n'est pas de dire, écoutez, moi, je me cache derrière telle aile ou telle aile. Ce sont les Africains qui doivent se réunir. Et c'est aux grandes puissances de voir comment ils peuvent aider les Africains à se renforcer sur place. Ça veut dire une coopération multi. Oui. Une coopération qui ne nous divise pas, qui ne nous sépare pas, qui ne font pas de nous des ennemis ou des adversaires en chaîne de faïence. Oui, et dans les conclusions de vos travaux, je le rappelle, vous avez organisé donc une conférence sur les 50 ans de l'institution. Vous dites qu'à 50 ans, la CEDEAO ne peut se contenter de survivre par inertie. Cette transformation exige volonté politique, inclusion des peuples et mobilisation collective des États et des sociétés civiles. Gilles Yaby, comment y arriver dans ce contexte où on assiste à une reconstitution des ensembles? Ouais, énormément de choses à dire. Peut-être la première, par rapport à l'AES et à la sortie de ces 3 États de la CEDEAO, je pense qu'il est toujours bon de rappeler que ce sont 3 dirigeants qui ont décidé de sortir leurs États et leur population de la CEDEAO. Bon. Et comme aucun dirigeant n'est éternel, d'ailleurs, aucun d'entre nous n'est éternel, on ne peut pas proclamer, évidemment, qu'il n'y aura pas à un moment donné d'autres dirigeants qui viendraient à la tête de l'un ou de l'autre de ces 3 États et qui décideraient de faire revenir leurs États et leur population dans l'espace régional. Je pense que c'est important de le mentionner. Le deuxième élément, c'est que à nouveau, l'AES, comme regroupement de 3 États qui décident d'aller plus loin dans leur intégration, cela aurait même pu se faire en restant dans le cadre de la CEDEAO, puisqu'il y a des sous-regroupements qui existent, et l'autorité de l'Itako-Gourma existait, réunissant justement ces 3 États-là. Donc pour moi, j'ai toujours fait une différence entre la question de la création de l'AES et la question de la sortie de la CEDEAO. On aurait pu tout à fait avoir à nouveau, reconnaître l'AES sans que nécessairement on ait à nouveau une forme de rupture. Maintenant, on est dans une phase de négociation. Le dernier sommet, le communiqué indique qu'il y aura un négociateur en chef qui sera nommé avec une équipe pour justement continuer à discuter, mais pas pour discuter de leur retour, puisqu'à nouveau ils ont dit plusieurs fois qu'ils n'avaient pas l'intention de revenir. On ne va pas non plus passer des mois et des mois, disons, dans un processus pour les faire revenir. Par contre, il y a quand même un certain nombre de modalités pratiques qui doivent être discutées, et il y a une coopération sécuritaire qui exige d'aller au-delà aujourd'hui de la CEDEAO à 12 et de l'AES à 3 pour avoir peut-être une communauté ouest-africaine distincte de la CEDEAO, mais qui permet d'avoir la coopération sur un aspect qui est vital pour toutes nos populations, que ce soit les populations sahéliennes ou les populations côtières. Mais l'autre élément qui me semble être absolument essentiel dans toute discussion sur la CEDEAO, et je crois que je l'entends pas souvent, y compris dans beaucoup de discussions sur la CEDEAO, on en parle comme si la CEDEAO n'était pas, comme toute organisation régionale, une organisation qui dépend de la volonté politique et des capacités des États membres. Parce que vous regardez même le tout dernier communiqué, si vous le lisez, vous allez voir que quasiment sur tous les points, on peut montrer très clairement que ce qui bouge pas suffisamment vite, ce qui n'est pas respecté, c'est très largement la responsabilité des États membres. Et c'est normal, lorsque vous parlez de la force en attente de la CEDEAO, ce n'est pas des soldats qui viennent comme ça de l'extérieur de la CEDEAO, ce sont des soldats des armées nationales. Absolument. Donc si vous avez des problèmes de gouvernance, si vous avez des problèmes d'effectifs, si vous avez des problèmes d'équipement, si vous avez des problèmes de corruption, comme il y en avait dans une grande partie des armées de la région, évidemment, en fait, vous pouvez avoir une organisation régionale, une force en attente, mais vous n'avez pas d'efficacité possible, puisque ce que vous allez avoir au niveau régional est toujours le reflet de ce que vous avez au niveau national. Et de mon point de vue, cette année des 50 ans, au lieu de discuter fondamentalement seulement des réformes de la CEDEAO, il y a des choses à faire. Il faut d'abord discuter des réformes, c'est même plus que des réformes, il faut des changements profonds dans la gouvernance politique des États membres. Comme dit, mais c'est pas la CEDEAO, c'est d'abord les États membres. C'est d'abord les États membres qui doivent, parce qu'effectivement, ce sont les dirigeants de ces États qui prennent les décisions, et ce sont les États qui mettent en œuvre. Si vous avez la libre circulation, par exemple, qui est une des grandes réussites de la CEDEAO, les obstacles que vous avez encore, c'est des obstacles aux frontières. Ça ne dépend pas des fonctionnaires de la CEDEAO, ça dépend de la douane, des policiers
et évidemment des autorités politiques qui laissent faire. Deux derniers sujets. D'abord, le 23 juin, qui rappelle, qui évoque bien de souvenirs aux Sénégalais, mais on va parler également de la situation au Moyen-Orient. D'abord, sur le 23 juin, je me retourne vers vous, Alioune Tine, un des acteurs, si ce n'est, si vous n'êtes pas d'ailleurs l'acteur, l'initiateur, pour être précis. Cette date donc évoque bien des souvenirs aux Sénégalais, notamment le refus du projet de réforme constitutionnelle de Wade. Ma question, 14 ans après, qu'est-ce qui illustre aujourd'hui les vestiges de l'esprit du 23 juin 2011 au Sénégal, Alioune Tine? Écoutez, il y a d'abord, comme on dit, les ruses. Oui. Parce qu'en réalité, le projet de réforme avec un président et un vice-président élu avec 25%, les gens soupçonnaient déjà qu'en réalité, on allait passer le témoin du père au fils. Absolument. Donc, l'implication de la famille dans la politique. De deux, les ruses pour faire un troisième mandat. Et en réalité, les gens n'ont retenu que le troisième mandat. Et je pense que la première des choses, avec, comme on dit, le slogan, touche pas à ma constitution. C'était quand même quelque chose qui était à la radio pendant longtemps. Absolument. Et c'est sur cette base qu'on a mobilisé les gens. Oui. Et ça, c'est le troisième mandat, c'est important. Or, ce que j'ai vu, nous avons recommencé. Nous avons recommencé sur une période beaucoup plus dure. Ça veut dire qu'une fois que vous commencez à exercer le pouvoir, c'est ça le problème. C'est quitter le pouvoir. Et aujourd'hui, dans l'exercice du pouvoir, comme dans la conquête du pouvoir, ce qu'on observe de plus en plus, c'est la violence. Et c'est la polarisation. Et il me semble que cette question-là, la question de comment ne pas recommencer. Comment ne pas recommencer ce qu'on a fait. C'était 15 morts, on a eu 80 morts. En somme, on n'a pas appris les leçons. Donc, on n'a pas tiré les grandes leçons. Ça, c'est un. De deux, je reviens, c'est important. Allez-y très rapidement, Parce que quand on veut conquérir le pouvoir, tous les éléments que les organisations de la société civile soulèvent, article 80, l'opposition dit, ben voilà, il faut enlever l'article 80. Mais je dis, pourquoi Macky Sall n'a pas enlevé l'article 80? Maintenant, il demande de l'enlever. Et l'article 254. On vous voit à l'écran. Ah oui, j'étais la cible essentielle. Absolument. À l'époque, j'ai failli crever. Oui. Je pense que cette photo est assez illustrative. Exactement, j'étais mal en point là. Oui. Là, vous n'étiez pas bien là. Pas du tout. Et donc, c'est devant l'Assemblée nationale où j'ai été violemment agressé. Vraiment, on m'a emmené. Donc, le troisième niveau, c'est parce que maintenant, comment faire pour que la conquête comme la conservation du pouvoir se fasse dans la sérénité. Parce que les Sénégalais, ce qu'on a observé, le 23 juin, il faut le placer dans le contexte des printemps arabes, de décembre. Et quand on regarde le printemps arabe, que ce soit en Tunisie, ou en Égypte, où c'est parti, c'est des coups d'État militaires. Nous, on a terminé notre machin par les urnes. Ça, c'est très important de voir la différence. Pour dire que les Sénégalais, quand même, ils ont une culture démocratique, une culture républicaine, une culture du vote, qui fait que je pense que nos leaders politiques doivent en prendre acte pour faire en sorte qu'on progresse en matière démocratique et qu'on ne régresse pas. Et ça, c'est très important. Et c'est très important. Très rapidement sur les vestiges de l'esprit du 23 juin, Gilles Yaby, qu'en pensez-vous? Non, je crois que ce qui s'est passé ce 23 juin a aussi créé les conditions pour ce qui s'est passé plus récemment et qui a abouti au départ du président Macky Sall. Il y a un film d'ailleurs qui vient de sortir, qui raconte Afriki, qui raconte l'histoire des mouvements citoyens et surtout d'ailleurs Y en a marre, ensuite la Lucha en République du Congo et les citoyens au Burkina Faso. Et on voit bien à travers ce film
film qui a été projeté à Dakar la semaine dernière, justement aussi cette mobilisation, la mobilisation des jeunes de Y'en a marre, la mobilisation des acteurs de la société civile de très longue date sur les droits humains, sur la démocratie, comme Alioune Tine, la mobilisation d'acteurs politiques également qui, dans une situation donnée, trouvent une opportunité, et on voit bien dans le film que celui qui avait profité d'une certaine manière de cette mobilisation, c'était justement Macky Sall à ce moment-là, et on a vu quelques années plus tard quasiment le même scénario se reproduire d'un président en place qui fait tout pour rester, ou en tout cas pour contrôler absolument l'espace politique. Mais le dénouement, en fait, pour moi, de la dernière élection, en fait, l'élection a été le dénouement de la crise quand même pendant 2-3 ans ici au Sénégal, avec des morts, et je pense que ça montre effectivement un ancrage plus fort de la culture démocratique au Sénégal par rapport à beaucoup de pays de la région et du continent. Ça montre aussi que au-delà de la mobilisation de court terme, il y a des piliers de long terme. Et essentiellement la construction de l'État, la qualité de l'administration publique, l'administration civile et l'administration militaire. Et je pense qu'évidemment le rôle silencieux des forces armées ici au Sénégal a toujours été déterminant également. Parce que ça fixe une limite en fait objective à ce que peut faire un chef d'État. Lorsqu'il sait qu'il n'a pas en face de lui un chef d'état-major des armées et disons des forces armées qui vont le suivre, quelle que soit sa décision, effectivement, il va aussi reculer de manière un peu sage, même si c'est au dernier moment. Oui, les poutres de la République ont tenu donc ce jour-là. Dernier sujet, la guerre au Moyen-Orient, c'est l'actualité mondiale. Alioune Tine, l'ONU met en garde les belligérants contre un cycle sans issue de représailles. En tout cas, le dernier développement, c'est l'attaque iranienne contre la base militaire américaine à Doha, qui se réserve donc le droit de répliquer. Est-ce que c'est la fin du droit international? La paix par la force, on a l'impression que c'est le maître mot désormais à Alioune Tine. En tout cas, on assiste à la mort du droit international. Oui. Et de l'usage de la force. Ça veut dire qu'on est comme au Far West aujourd'hui. Et puis, décomplexé. Totalement décomplexé. Et les Européens qui ont l'habitude de parler de valeurs, de normes, vous écoutez les télévisions, vous écoutez les journalistes, voilà, on va éliminer tel leader politique. C'est comme si c'était devenu normal. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'assister malheureusement à une espèce de décivilisation. Maintenant, c'est une véritable aventure qu'on a ouvert au Moyen-Orient, où la politique du chaos n'a pas commencé maintenant. La politique du chaos, c'est en Syrie, en Irak, au Liban, au Yémen, et maintenant avec quand même au dur de dur, ça veut dire l'Iran. Pour quand même que l'Israël reste la puissance, la seule puissance au Moyen-Orient qui existe. D'ailleurs, ça fait peur aux autres puissances arabes aujourd'hui. Parce que, et je n'entends pas non plus les Africains. C'est aux États-Unis où les gens sortent pour manifester contre cette guerre. Mais l'embrasement, c'est ça. Pour vous, la chose doit être beaucoup plus audible. Mais il faut qu'une véritable opinion internationale se soulève pour dire qu'on ne veut pas vraiment d'un monde qui n'a pas de règles, où seule la force fonctionne. Parce que quand même, on a des gens quand même qui sont aujourd'hui accusés par la Cour pénale internationale de génocide. Et c'est eux qui décident, qui disent aux États-Unis, bombarder, c'est eux qui bombardent. De crimes contre l'humanité. De crimes contre l'humanité. Vous parlez de Benjamin Netanyahu. Bien sûr. Benjamin Netanyahu est accusé par la Cour pénale internationale de génocide. Et le dossier est porté par les Sud-Africains. Par les Sud-Africains en plus. Moi, je pense que les Africains doivent avoir une opinion sur ce qui se passe dans le monde. Ils ne doivent pas se taire. Le président de l'Union africaine doit s'exprimer. Le président de la CEDEAO, Mado Bio, doit s'exprimer et pour dire, écoutez, parce que demain c'est eux. Oui. Après, on va dire, écoutez, taisez-vous, sinon... Mais c'est dans quel monde qu'on va vivre? Je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est extrêmement sérieux, c'est extrêmement grave.
et que l'opinion publique internationale ne doit pas se taire par rapport effectivement à ce besoin énorme d'hégémonie, de puissance, qui ne repose sur rien. Oui, ça ne repose sur rien. Gilles Yaby, peut-on avoir une paix perpétuelle en usant de la paix par la force? Non, je parlais récemment de paix par les bombes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme de fascination pour les bombes de 13 tonnes qui sont capables de perforation, des drones, une fascination d'ailleurs qui préexiste, les derniers développements. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi les conflits en Afrique, le Soudan, la RDC, l'Éthiopie, bien sûr, plus près de nous, le Sahel, où on continue à avoir un niveau de violence extrême très élevé. En fait, je pense qu'on ne fait peut-être pas suffisamment le lien entre la libération de tout complexe au niveau international, au niveau des grandes puissances, et ce qui se passe aussi à l'intérieur de nos États, puisqu'au fond, aujourd'hui, il n'y a plus personne pour donner des leçons à qui que ce soit. Donc des dirigeants en Afrique ou ailleurs se disent aussi que de toute façon, c'est la loi du plus fort. Donc en interne comme en externe, en fait, il n'y a plus de limites d'ordre éthique à l'action des plus forts. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est d'une part, dans un monde, disons, de rapports de force brutaux, en fait, c'est les plus faibles qui sont les plus exposés. Et les plus faibles, ce sont les pays africains. On a beau dire qu'on a des ressources, on entend souvent ça, c'est très bien, mais en fait, des ressources que vous avez, on n'a pas d'armée forte, on n'a pas de puissance militaire, on n'a pas de puissance économique, on a un potentiel, mais le potentiel ne change rien à la réalité. Donc, il faut bien qu'on sache que le multilatéralisme, malgré tous ses défauts, est une protection pour les plus faibles. Et le deuxième élément, par contre, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a critiqué, une fois qu'on a dénoncé, et on doit le faire, enfin, une fois qu'on a en face quand même Donald Trump, et au-delà de Donald Trump, même après le départ de Donald Trump, rien ne dit que la politique va changer aux États-Unis. Et de toute façon, la politique étrangère des Américains, disons, la violence, les guerres existaient déjà avant Donald Trump. Mais par contre, il faut qu'on soit conscient que lorsqu'on est aussi faible, il faut naviguer avec prudence et réalisme. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dénonce quelque chose qui est injuste qu'on doit s'arrêter là. On doit, au niveau africain en tout cas, savoir se protéger. Et savoir se protéger, c'est ne pas parfois aller trop loin et provoquer des gens qui sont simplement beaucoup plus forts que nous. Aujourd'hui, c'est les États-Unis face à l'Iran. Derrière Israël, c'est les États-Unis qui sont entrés en guerre. Et il faut bien le dire, l'Iran, bien sûr, attire aujourd'hui une forme de sympathie parce que c'est le faible. Ça ne veut pas dire que c'est un régime qui est sympathique. Mais surtout, face aux États-Unis, face à la puissance militaire, pour vous, il n'y a aucune... Il y a une seule grande puissance militaire, pour l'instant, ça reste les États-Unis, et c'est une capacité de destruction qui est inégalée, et malheureusement, il faut en tenir compte. À nouveau, que ce soit juste ou pas, que ce soit dommage ou pas, qu'on trouve absolument catastrophique la gouvernance américaine, il faut, lorsqu'on dirige nos États, lorsqu'on a la démographie qu'on a et les défis que nous avons, il nous faut rester extrêmement réaliste, lire ce qui se passe au niveau international, et continuer à construire petit à petit le socle, au fond, de notre sécurité. Ça va prendre beaucoup de temps, et pendant ce temps-là, il nous faut des alliés. Et avoir notre propre narratif. Oui, mais le narratif, à nouveau, il ne vous protège pas d'une bombe. Oui, dans tous les cas, une paix carthaginoise n'est pas forcément une paix. Parce qu'on ne peut pas vous larguer quand même des GPU 57 et après vous dire venez négocier. Je pense qu'il ne faut pas aussi sous-estimer la force de l'opinion sur le plan national et sur le plan international. S'il y a une forte opinion mondiale contre effectivement cette sauvagerie, mais je suis sûr que les gens vont reculer. La guerre au Vietnam, on a vu comment les gens se sont mobilisés contre. Maintenant, ça commence ça ne se mobilise pas chez nous, mais c'est aux États-Unis où les gens se mobilisent partout pour dire qu'il faut arrêter la guerre. Et dans certains pays. Et puis, dans son programme,
c'est de dire, moi je ne vais pas faire la guerre. Oui, Donald Trump, c'est ce qu'il avait dit. Donald Trump, je ne vais pas faire la guerre, je veux même le prix Nobel de la paix. Les promesses en politique, voilà. On sait ce qu'elle... vous avez aussi une violation même probable de la Constitution américaine, puisqu'il va en guerre, ça va du Congrès. Donc, on a aussi en interne un démantèlement des institutions démocratiques aux États-Unis. Messieurs, merci, on n'épuisera pas ce sujet ce soir. Et en tout cas, je me réjouis de vous réunir pour la première fois autour d'un plateau. Gilles Yaby, fondateur et directeur exécutif du think tank Wati. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Dr Alioune. C'est toujours un plaisir. Fondateur d'Africadium Center. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.